Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Vous savez, ce sentiment un peu diffus parfois, de traverser les journées en mode... Pilote automatique. Exactement. On fait les choses, on coche les cases, mais on a l'impression de ne pas vraiment tenir les rênes, quoi. C'est une sensation que les sources qu'on a consultées évoquent beaucoup. C'est très commun ça. C'est ce fameux pilote automatique qui, il a son utilité parfois, mais il peut aussi nous couper de ce qui compte vraiment pour nous. On finit par subir un peu, plus que choisir sa route. Tout à fait. On réagit plus qu'on agit délibérément. Et c'est là, justement, qu'il y a une idée forte qui ressort de nos lectures, celle de vivre avec intention. L'idée, c'est pas tout contrôler à la seconde près, mais plutôt devenir l'architecte conscient de sa propre vie. Choisir ses matériaux, son plan. Plutôt que d'habiter une maison construite un peu par hasard, par les circonstances ou parce que les autres attendent de nous. C'est reprendre un peu les commandes. Une forme de gouvernance intérieure, comme vous disiez. J'aime bien l'image. C'est ça, faire des choix plus alignés en fait. Alors aujourd'hui, notre mission, si on peut dire, c'est de plonger au cœur de cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment vivre avec intention au quotidien? Pourquoi ça résonne tant aujourd'hui avec tout ce stress, cette vitesse? Et surtout, la question pratique. Comment on s'y prend sans que ça devienne une charge mentale de plus, évidemment. On va essayer de dénicher les pépites, les clés, les premiers pas possibles dans tout ça. Alors pour poser une base, une définition simple qu'on retrouve dans les textes, vivre avec intention, c'est cet effort conscient d'harmoniser ce qu'on fait, ce qu'on pense, nos décisions de tous les jours, avec nos valeurs profondes. Avec nos aspirations, ce qui nous motive vraiment au fond. C'est une recherche de cohérence. Harmoniser action et valeurs. Dit comme ça a l'air simple, presque logique, et pourtant on sent bien que c'est pas si évident dans la vraie vie. Pourquoi c'est si pertinent cette idée-là maintenant ? L'idée n'est pas nouvelle. Des philosophes comme Aristote, Emerson, ils en parlaient déjà à leur manière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça prend une résonance particulière. Face au stress ambiant, à la surcharge d'infos, aux distractions constantes, cette démarche, elle offre comme un point d'ancrage. Une sorte de refuge, oui. Ou plutôt une boussole intérieure pour naviguer tout ça, plutôt que d'être ballotté dans tous les sens. Les sources le disent bien. C'est une réponse assez directe à ce sentiment de dispersion qu'on peut tous ressentir. La boussole intérieure dans la tempête. L'image est forte. Mais concrètement, alors, quels sont les bénéfices? Si on se met à vivre plus intentionnellement, qu'est-ce qui change vraiment? Qu'est-ce que disent les recherches? Alors, les sources pointent plusieurs bénéfices majeurs. Le premier, et c'est peut-être le plus fondamental, c'est l'émergence d'un sentiment de sens. Les journées ne sont plus juste une suite de tâches à faire, mais elles deviennent comme des étapes dans la construction de quelque chose qui a de l'importance pour nous. Ah oui. Ça fait écho aux travaux de Viktor Frankl, vous savez, sur la logothérapie. Trouver et poursuivre un sens, c'est un moteur psychologique hyper puissant. C'est une source de résilience incroyable, même quand c'est dur. Donc savoir pourquoi on fait les choses, ça nous rend plus costauds face aux difficultés. C'est intéressant ça. On pourrait penser l'inverse, que s'attacher à un sens nous fragilise. Non, justement, ce pourquoi, c'est comme une fondation solide. Et ça nous amène au deuxième gros bénéfice, la réduction du stress et de l'anxiété. Quand on est au clair avec ce qui est important pour nous, ça agit comme un filtre naturel. On est moins perméable aux demandes extérieures qui ne sont pas alignées, aux pressions. Moins de tiraillement intérieur, quoi. C'est ça, il y a même une étude, citée par Psychology Today, qui montre un lien direct entre une vie menée avec intention et un meilleur bien-être général. Et même un meilleur sommeil, moins de solitude ressentie. Moins de stress, meilleur sommeil. Ça parle à beaucoup de monde, j'imagine. Et quid de l'énergie, de l'efficacité? Est-ce qu'on ne risque pas de se ralentir à force de réfléchir? C'est une crainte, oui, mais les sources suggèrent plutôt le contraire. Troisième bénéfice clé, un regain de productivité, mais une productivité ciblée et une meilleure motivation. En clarifiant nos priorités, on apprend plus facilement à dire non à ce qui est accessoire ou qui nous pompe de l'énergie pour rien. Ah, le fameux non. Notre motivation intrinsèque. On fait les choses parce qu'elles ont du sens pour nous, pas juste parce qu'il faut les faire. Du coup, on est plus engagé, on peut même atteindre cet état de flow où on est à la fois super efficace et satisfait. Moins de dispersion, plus d'impact sur ce qui compte vraiment. Voilà. Sens, moins de stress, plus d'impact ciblé. Bon, le tableau est plutôt séduisant, il faut l'avouer. Mais la question qui brûle les lèvres, c'est « Ok, mais par où on commence ? Comment on passe de l'idée, de l'inspiration, à quelque chose de concret dans nos vies, souvent déjà bien remplies ?» Alors, la première étape, elle est vraiment incontournable. Toutes les sources insistent là-dessus.
c'est l'introspection. Mais une introspection active, pas juste une petite pensée en passant sous la douche. Non, un vrai temps pour apprendre à se connaître. Parce qu'avant d'aligner ses actions sur ses valeurs, faut savoir quelles sont ces fameuses valeurs. Logique, mais comment on fait concrètement? On prend une feuille blanche et on attend l'illumination? Exactement. Les sources proposent plutôt de se poser des questions. Des questions assez directes, un peu comme si on menait une enquête sur soi-même. Du genre, qu'est-ce qui me fait vibrer? Quand est-ce que je me sens vraiment moi, pleinement vivant? Quelles activités me donnent de l'énergie, même quand je suis crevée? Si j'avais pas peur du tout, qu'est-ce que je ferais différemment? Ou encore, quel impact j'ai envie d'avoir autour de moi? Des questions puissantes, effectivement. Oui, et il faut prendre le temps d'explorer les réponses, sans se juger, juste écouter ce qui remonte. D'accord. On explore ces questions, et après? On se retrouve avec une liste longue comme le bras. L'idée, c'est pas la quantité, c'est la clarté. Il s'agit d'identifier un petit noyau dur, disons 3, 4, 5 valeurs fondamentales. Celles qui sont vraiment nos piliers, nos guides non négociables. Par exemple, Ça peut être la créativité, la connexion humaine, la sécurité, l'apprentissage, la contribution, la liberté. Peu importe les mots, c'est ce qu'ils représentent pour soi. Pour aider, il y a des exercices spécifiques, on en trouve dans les ressources. Il y a même des outils comme le test des valeurs de Schwartz, qui est mentionné, qui peut aider à structurer la réflexion. Ces quelques valeurs deviennent notre boussole perso. Ok, étape 1, trouver sa boussole, identifier ses 3-5 valeurs clés. Compris. Maintenant, comment on s'en sert au quotidien? J'imagine que c'est là que ça se corse un peu. c'est là que ça devient concret, oui. Deuxième étape, traduire ces valeurs qui sont un peu abstraites en actions délibérées. Même toutes petites. Si on reprend l'image du jardin qu'on trouve dans certaines sources, nos valeurs, ce sont les graines qu'on choisit de semer. Nos actions de tous les jours, c'est l'arrosage, le soin qu'on apporte pour que ça pousse. Ok, donc si une de mes valeurs, c'est la connexion par exemple, comment je l'arrose? Eh bien, une action intentionnelle, ça pourrait être de décider consciemment de ranger son téléphone pendant qu'on discute avec quelqu'un, ou d'appeler un ami juste pour prendre des nouvelles sans raison particulière, ou de bloquer un petit créneau régulier, même 15 minutes, de qualité avec ses enfants. D'accord. Et si c'est la santé? Ça peut être préparer son sac de sport la veille au soir, ou choisir l'escalier plutôt que l'ascenseur, consciemment, ou juste boire un verre d'eau avant son café le matin. Des micro-choix. Ce sont vraiment ces tout petits choix qui font la différence. Oh oui, c'est un point crucial qui revient partout. Il ne s'agit pas de faire une révolution du jour au lendemain, plutôt d'injecter de la conscience dans les petits moments, les petites décisions. Chaque fois qu'on fait un petit oui aligné avec une valeur, c'est comme si on renforçait cette direction. Ça nourrit le sentiment d'être acteur, de construire quelque chose qui nous ressemble. C'est le passage de l'automatisme au choix conscient. Intéressant. Donc, on a identifié les valeurs, on essaye de les traduire en petites actions. Quoi d'autre pour que ça fonctionne sur la durée? Troisième étape importante, cultiver la présence et apprendre à gérer les mauvaises herbes. La présence, la pleine conscience, c'est simplement être là, attentif à ce qui se passe en nous et autour de nous sans jugement. L'antidote au pilote automatique dont on parlait au début. Exactement. Ça crée un petit espace, un temps de pause entre un stimulus, une demande, une envie soudaine, une notification et notre réaction habituelle. Et dans cet espace, hop, on peut glisser un choix intentionnel. Et comment on fait ça sans devoir méditer des heures? Ah, mais ça peut être très simple. Quelques respirations conscientes avant de répondre à cet email qui nous stresse. Une micro-pause avant de dire oui à une nouvelle sollicitation. Juste remarquer ce qui se passe dans notre corps quand on est face à un choix. Et surtout, apprendre à dire non. Ça, c'est le désherbage du jardin. Dire non à ce qui n'est pas aligné, à ce qui nous éloigne de nos priorités. Le fameux non, encore lui. C'est un peu le gardien de nos intentions alors? En quelque sorte, oui. C'est faire de la place pour ce qui compte vraiment. C'est protéger notre temps, notre énergie. Chaque oui qu'on donne par obligation ou par peur de décevoir, c'est souvent un non déguisé à nos propres valeurs, à nos besoins. Et ça, à la longue, ça épuise. Énormément. C'est une source majeure de fatigue et de ressentiment. Donc apprendre à dire non avec respect mais fermement, c'est une compétence clé pour vivre intentionnellement. D'accord. Donc, récapitulons. 1. Clarifier ses valeurs. 2. Aligner ses actions, même petites. 3. Cultiver la présence et oser dire non. Et pour que tout ça ne reste pas juste une belle idée sur le papier, comment on ancre ça? Quatrième étape, ancrée par la répétition douce et la bienveillance.
Le changement durable se fait petit pas par petit pas. La stratégie des micro-actions, c'est vraiment la clé ici. Commencer tout petit pour pas se décourager. Genre? Lire 5 minutes d'un livre aligné avec une valeur, plutôt que 0. Prendre une seule décision consciente dans sa journée. Et surtout, célébrer ses petites victoires. Célébrer. Oui, reconnaître et apprécier quand on a réussi à dire non, quand on a pris ce petit temps pour soi, quand on a fait ce choix aligné. Ça renforce l'identité qu'on veut construire, ça nourrit la motivation. Un petit journal peut aider aussi, pour noter ses intentions, ses réussites, ses défis. Et si on n'y arrive pas, si on retombe dans nos vieux travers, c'est là qu'on abandonne. Ah non, surtout pas. C'est là qu'intervient la bienveillance envers soi-même. C'est un aspect crucial que les sources soulignent beaucoup. Vivre avec intention, c'est pas un concours de perfection, c'est un chemin, un apprentissage. Il y aura forcément des jours sans, des moments où on oublie, où on réagit par automatisme. C'est normal. C'est humain, quoi. Exactement. L'important, c'est de le remarquer sans se taper dessus, avec curiosité même. Tiens, là j'ai réagi comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, on réagisse doucement le cap au prochain carrefour. Se traiter comme on traiterait un ami qui apprend. Cette idée de flexibilité et de ne pas transformer l'intention en une nouvelle prison, c'est important. On imagine parfois ça comme quelque chose de très rigide. C'est un vrai piège. Si on commence à se sentir coupable en permanence, épuisé par l'effort d'être parfaitement aligné, si ça génère plus d'anxiété qu'autre chose, c'est un signal d'alarme. L'intention est devenue contre-productive. Et la solution, c'est quoi alors ? C'est d'intégrer la souplesse, accepter qu'il y ait des variations, se donner la permission d'être imparfait. Parfois, l'action la plus intentionnelle, c'est justement de lâcher prise, de choisir consciemment la spontanéité ou le repos, plutôt que de s'acharner sur un objectif. Écouter ses besoins réels du moment, ça fait partie de l'intention. D'accord. Et face aux obstacles plus costauds, les habitudes qui sont là depuis des années, la pression sociale, le regard des autres, comment on tient bon ? Le pourquoi, la clarté sur ses valeurs reste le meilleur bouclier. Plus on est clair sur ce qui compte pour nous, plus c'est facile de résister au vent contraire ou de retrouver son cap après une tempête. Et puis, il y a le pouvoir du soutien. Les sources en parlent aussi. Partager ses intentions, ses difficultés avec des personnes de confiance, trouver ou créer un petit groupe qui partage ses aspirations, ça rend le chemin tellement moins solitaire. On se sent moins seul à ramer. La fameuse tribu. Oui, trouver sa tribu d'intention en quelque sorte. Ça apporte du soutien, de l'inspiration et ça aide à rester motivé quand c'est difficile. On n'est pas obligé de cultiver son jardin intérieur tout seul dans son coin. Les distractions ? On accepte les caprices de la météo, la flexibilité et on peut demander un coup de main pour les gros travaux, le soutien. Ça résume bien, non ? Oui, c'est une belle métaphore. C'est un processus vivant, organique, qui demande de l'attention, de la patience, mais qui au final permet de créer quelque chose d'unique, qui nous ressemble et qui nous nourrit. Et cette façon d'être, plus intentionnelle, est-ce que ça a des effets qui dépassent notre petite personne ? Au travail, par exemple ? Ah oui, clairement. Appliquer cette démarche au travail, ça peut tout changer. Clarifier son pourquoi professionnel, choisir ses projets ou ses missions en fonction de ses valeurs, communiquer de manière plus consciente, ça peut transformer un simple gagne-pain en une véritable source d'engagement, de sens. Et même en équipe ? Oui, tout à fait. Définir une intention commune dans une équipe, clarifier le pourquoi collectif, ça peut vraiment améliorer la collaboration, la communication, la résilience face aux difficultés. C'est puissant. Donc au fond, c'est une compétence de vie qui nous aide à mieux naviguer tous les hauts, les bas. Oui, on peut voir ça comme ça. C'est une forme d'entraînement à la résilience. En pratiquant ses choix conscients dans le calme, au quotidien, on se muscle, on construit une fondation plus solide. Du coup, quand les vraies tempêtes arrivent, une perte d'emploi, une maladie, une rupture, on est mieux équipé. On a déjà sa boussole, on sait un peu comment s'en servir pour garder le cap ou le retrouver plus vite. C'est vraiment un changement de posture en fait. Passer de subir à choisir, comme on disait au tout début. C'est exactement ça. C'est passer de la place du passager, qui se laisse porter par les flots, à celle du capitaine de son navire. On ne contrôle pas l'océan, les tempêtes, mais on choisit sa direction, on tient la barre. C'est un sentiment d'empowerment, de reprise de pouvoir sur sa vie qui est très fort. Si on devait résumer l'essentiel pour quelqu'un qui se dit « Ok, ça me parle, j'ai envie d'essayer », le message clé. Je dirais commencer petit, vraiment petit, clarifier juste une ou deux choses qui comptent vraiment pour vous, vos valeurs phares, puis chaque jour ou chaque semaine, demandez-vous quelle toute petite action je peux faire aujourd'hui pour nourrir ça.
Et faites-le avec présence, mais surtout avec beaucoup de bienveillance pour vous-même. C'est un voyage, pas une course à la perfection. Donc l'invitation, pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être pas de tout révolutionner demain matin, mais de choisir une micro-action cette semaine. Quel serait ce premier petit geste pour commencer à cultiver son jardin intérieur, pour reprendre l'image ? Planter une nouvelle petite graine, enlever une petite mauvaise herbe, ou juste prendre le temps d'observer ce qui y pousse déjà. C'est une excellente façon de commencer, oui. Et pour prolonger la réflexion, peut-être une dernière petite chose issue des sources. Quelle est la question qui résonne le plus en ce moment ? Est-ce que c'est qu'est-ce qui me rend vraiment vivant ou est-ce que cette décision me rapproche de la personne que je veux être ? Choisir une question et la laisser infuser, y revenir régulièrement. Parfois, ça suffit à ouvrir des portes. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, on rappelle que les sources mentionnent des outils comme le test des valeurs de Schwartz, ou des auteurs comme Jon Kabat-Zinn sur la pleine conscience, Greg McKeown sur l'essentialisme. Il y a de quoi creuser. Oui, le chemin est personnel et il évolue tout le temps. C'est ça qui est beau aussi. Merci beaucoup d'avoir partagé cette exploration avec nous. Vivre avec intention, finalement, c'est peut-être moins une destination à atteindre qu'une manière de voyager, consciemment, pas à pas, jour après jour. C'est un processus continu et profondément humain. Merci de nous avoir écoutés.